Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, ça y est, je termine ici enfin ma rétrospective Frankenstein au cinéma avant la sortie de la version Guillermo del Toro sur Netflix, même si je sais que certaines personnes l'ont déjà vu au cinéma. Alors évidemment, j'ai pas couvert toutes les adaptations, c'est absolument impossible. Mais là, on s'arrête sur 2015 encore, comme le Frankenstein de Bernard Rose dont j'ai parlé il y a quelques jours, quelques semaines. Mais ici, on va dans un tout autre genre. Un film américain avec beaucoup de Britanniques quand même derrière le projet, intitulé Dr. Frankenstein, ou dans le titre original, Victor Frankenstein, réalisé par l'Écossais, si je ne me trompe pas, en tout cas britannique au sens large, Paul McGuigan, qui a fait d'autres choses, mais je crois que j'ai pas vu ses œuvres cinématographiques autres. Je crois qu'il a fait des épisodes de la série Sherlock. Il y a pas mal de gens de la série Sherlock là-dedans, mais c'est tout. Bref, ouais, version très très grandiloquente sur certains styles, avec au casting dans les rôles principaux James McAvoy et Daniel Radcliffe. C'est vraiment le contexte britannique ici. Citons aussi les présences de Jessica Brown Finlay, Andrew Scott et Mark Gatiss, qui étaient dans la série Sherlock, mais pour des rôles assez secondaires. Freddie Fox aussi présent. Charles Dance, qui fait une apparition dans le rôle du père de ce scientifique, de médecin, tout ce que vous voulez, là, Victor Frankenstein. Donc, énième adaptation du roman de Mary Shelley, modernisation aussi un petit peu, délocalisation aussi, donc évidemment au Royaume-Uni. Donc ça va parler de Scotland Yard, tout ça, on a un petit peu certains poncifs là-dessus. Et l'histoire sur le papier est assez simple. Un jour, Victor Frankenstein va rencontrer un bossu clown qui est maltraité dans son cirque, mais qui, dans son coin, a beaucoup appris sur la médecine, donc il est hyper doué. Et lors d'une représentation, son ami trapéziste Lorelai se fait très très mal. Victor Frankenstein, il est là, il va essayer de l'aider et tout, mais c'est surtout... Alors, celui qui va être appelé Igor, en fait, Igor Straussman, c'est le nom qu'il va recevoir, qui va permettre vraiment la guérison future de Lorelai. Il est vraiment plus doué même que celui qui va devenir un peu son maître, enfin celui qui va le prendre sous son aile. Et ainsi, Igor va être sorti de force, parce qu'il y a quand même une bagarre au début de ce cirque. Il sort de la possession d'un méchant propriétaire, voilà, forain, pour devenir la propriété de ce médecin, plus que le bras droit, ou un peu les deux, un peu, voilà, parce que Igor est bossu, donc il va être soigné par Victor, qui va ensuite lui faire comprendre qu'il lui doit quelque chose indirectement. C'est un peu spécial, et évidemment, parce que Victor Frankenstein, il a la folie des grandeurs, il veut créer des choses qui sont non éthiques absolues, des créatures, voilà, notamment une sorte de singe reformé là. Bon, bref, vous l'avez compris, à un moment ça va déboucher sur la créature, le monstre entre guillemets de Frankenstein. Mais où est-il le monstre, hein? La question est à peine posée dans cette voix off insupportable au début, du point de vue d'Igor, et le film se veut de ce point de vue, mais il va sortir de cela pour nous montrer la folie, la monstruosité de Victor Frankenstein, plus que de la créature qu'on va à peine voir. Donc, je spoil pas trop, mais bon, c'est même pas la peine. Mais vous verrez un truc assez abominable vers la fin, peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment le sujet principal d'un film donc, qui revisite, bien sûr, le roman de base, et la première adaptation théâtrale avec cette idée de l'assistant un peu difforme, bon, ça a été repris avant aussi, dès le premier Frankenstein très connu à l'écran de James Whale, et bien sûr la parodie, le pastiche de Mel Brooks. Mais ici c'est particulier. En fait, je suis sorti de ce visionnage en me disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur ce film? C'est juste plat. Alors plat dans le sens, c'est sans saveur, j'ai rien ressenti devant. Pas forcément plat au niveau de la mise en scène, parce qu'il y a des tentatives avec des ambiances, des moments d'orage, évidemment, l'électricité, la pluie, le climax final et le début, il y a quand même des choses intéressantes là-dessus, il faut l'avouer. D'ailleurs, ça commençait plutôt bien, cette idée donc de freak show, entre guillemets, bon, avec le côté narratif, épistolaire de la narration, qui sera en écho avec une lettre finale, parce qu'on est plus ou moins, on veut rester dans l'ambiance Mary Shelley. Ok, vite fait. Hein. Mais ce début, voilà, ça part un peu ailleurs. Il y a quand même des beaux décors, il y a une ambiance qu'on pourrait presque imaginer rétro-futuriste, mais pas. Hein, c'est juste que dans le cachet visuel, il y a quelque chose qui est peut-être un peu trop
superfétatoire, on va utiliser ce mot. Après, une fois qu'on a placé les bases, on se dit ça va être prometteur, peut-être avec le personnage de Igor, assistant, plus sur le focus, mais derrière, on rentre dans des clichés, des poncifs absolus, et un James McAvoy que j'ai jamais vu aussi mal joué. Pourtant c'est un grand acteur, mais là il en fait tellement trop dans l'idée de il est fou, le créateur, il est monstrueux, il fait n'importe quoi, hyper pied, hyper contrôle. Ouais bah il a déjà le contrôle un peu à côté de la plaque très rapidement, il n'y a pas d'évolution ou de dévolution de sa caractéristique, et après ça en devient pénible à un moment. C'est juste un enchaînement de choses, on comprend, il y a le riche là, blond, qui veut financer les travaux de Frankenstein pour ses propres raisons personnelles, qui est super mal interprété aussi par Freddy Fox. T'as l'impression d'être dans certaines scènes hors moment spectaculaire, dans une série télé un peu produite à la va-vite et pas top. Alors, vous voyez, par exemple, Sherlock, c'est beaucoup mieux à côté. Hein, sur cette idée-là. Pourtant, voilà, quand on voit Andrew Scott, alors vite fait Mark Gatiss, mais on le voit à peine. Hein. Enfin, finalement, Andrew Scott, on le voit pas beaucoup, mais il y a des choses intéressantes qui auraient dû être développées en ce sens, mais on est juste dans les clichés. Par exemple, Andrew Scott, c'est le gars de Scotland Yard, oh là là, qui s'implique trop, et à un moment, bon... Et c'est... Voilà, après, par exemple, le personnage de Daniel Radcliffe tombe complètement. Alors, il devient la chose, oui, si vous voulez, mais il ne peut rien apporter, en fait, au final. Il va retrouver Lorelai, voilà, histoire de romance aussi. Oh, bon, bref, on le voit venir à 1000 km. Et en fait, c'est tellement artificiel sur pas mal de points qu'on ressent vraiment rien d'organique, pratiquement. Donc, à part ce début et à part la fin, parce qu'il se passe quelque chose, évidemment, c'est compliqué. Bon, il sort de frère de Frankenstein, qui s'appelle Henry, parce que c'est le nom du meilleur ami hein, dans le roman. Donc on essaye de faire des fusions de trucs comme ça, il s'en veut, culpabilité, folie, corriger son erreur, défier Dieu, machin, voilà, création, bien sûr, créature. Vous imaginez 4 poumons, 2 cœurs, tout ce que vous voulez, pourquoi pas, toujours plus. Hein. C'est plus, on est à 2 doigts de l'abomination dans Hulk hein, aussi. Bon, bref, c'est une inspiration de Frankenstein, hein, tout ça. Voilà, c'est dommage parce que on sent que Paul McGuigan, il est capable de faire quelque chose sur certaines scènes où il se lâche. Il y a des choses à revoir sur le montage à plus d'un moment, je pense que ça aussi, ça fait pêcher le rythme. Mais c'est l'ensemble, sur l'écriture globale, c'est assez pauvre. Je veux dire que je pense que les gens qui étaient attachés au projet ont peut-être à un moment vu trop gros et ont voulu aussi trop respecter à la fois le matériau d'origine tout en travestissant pas mal de choses. T'as un truc, le cul entre les deux chaises, tant et si bien que les choses les plus intéressantes ne vont pas être abouties. L'idée donc du freak show, après, bah, c'est fini. Hein, on lui enlève sa bosse, on lui enlève aussi toute sa substance à ce personnage, et arrivé au bout, oui, qui est vraiment voilà, créateur de quoi, de qui va sauver qui ou pas. Bon, on voit tout hein, s'écrire sous nos yeux. Alors, il faut quand même préciser un truc. Le scénariste pardon, c'est Max Landis, donc le fils hein, de John, qui pourtant avant, 3 ans avant je crois, avait fait le très bon, enfin avait mis en écriture l'excellent parfois, ben, on va dire très bon, ça dépend des moments, mais j'aime bien vraiment Chronicle. Chronicle, film de super-héros assez différent, original à l'époque, et Max Landis ça avait montré un certain brio. Bon là il vient dans le domaine un peu plus horrifique au science-fiction, parce que c'est un peu entre les deux. On sent qu'il y a le poids du père derrière, hein, aussi, sur ce qu'il a pu faire avant, alors peut-être, ou pas. Mais il s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Derrière, forcément, tout a suivi. Et niveau direction d'acteur, ça passe pas, quoi. Il y en a qui fonctionnent avec leur charisme naturel. Je pense à Andrew Scott, hein, qui n'était pas très connu à l'époque, à part donc Sherlock. Sinon, voilà, ça file. La musique est absolument informe. Pourtant, c'est Craig Armstrong qui a quand même fait des belles choses dans sa carrière. On sent que vraiment tout est dans une forme de faux classicisme over the top. C'est quand même la 20th Century Fox derrière, mais qui ne va même pas assez loin de ce qu'elle aurait pu faire. Je crois qu'un an avant, vous avez Dracula Untold du côté de la Universal. Alors je l'ai jamais vu, mais il est critiqué et tout, mais certaines personnes au moins saluent ces tentatives un peu faux-folles. Là, on le sent, le côté, on sent parfois la folie, mais en fait, on revient très vite à une idée de trucs qu'on aurait pu déjà voir en mode un peu Penny Dreadful, upgradé cinéma, un peu avec de la SF, mais non. Non, arrivé au bout, tu te dis, bah, c'est la moins bonne adaptation Frankenstein que j'ai vue et dont j'ai parlé hein, sur la chaîne. La moins intéressante surtout, c'est pas mauvais, hein, c'est quand même resté à peu près, je trouve que c'est moyen, c'est très très moyen.
mais je n'ai pas voilà, ressenti beaucoup de choses. Je ne suis pas ressorti de là avec des réflexions autres que ce que j'avais pu voir avant, et mieux dans donc, ce qui avait été fait au cinéma sur ce grand mythe littéraire. Et je suis persuadé que Guillermo del Toro me satisfera plus, bien sûr, dans sa vision. Mais ça, c'est pour là où cette vidéo, hein, dans quelques jours à peine, bien sûr. Moi, je fais cette vidéo là, on est le 10 octobre. Vous voyez un peu l'avance que j'ai, à force de voir des films et tout. Ça me permettra de me reposer un peu pendant les vacances, qui sont déjà passées au moment où vous la voyez, cette vidéo. C'est très bien. C'est bien, c'est parfait. Voilà, je joue avec le temps. En même temps, j'ai traversé un peu le temps aussi, et les époques à la fois littéraires et cinématographiques, avec cette créature et son créateur, l'univers Frankenstein. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez ce film. Après tout, oui, je pense qu'il a quand même des fans, hein, ce long métrage, forcément, et personnes qui ont dû apprécier. Mais si vous avez, voilà, où vous le situez dans toutes les adaptations que vous avez pu voir, je vous conseille plus, du coup, pour cette année-là, le Frankenstein de Bernard Rose, qui peut être beaucoup plus modeste, mais beaucoup plus organique et avec plus de cœur. C'est ça qui est un peu important aussi quand on parle de création, que le cœur soit là, pas juste qu'on crée pour créer et pour faire quelque chose qui va fonctionner au box-office. Ça a été tenté comme ça, on le sent. Mais bon, je crois que ça n'a pas des masses fonctionné non plus. D'ailleurs, elle fêtera ses 10 ans, bizarrement, hein, à la fin du mois. Là. Je suis un peu en avance, là, du coup, encore. Allez, à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.